Le document que nous vous proposons ce soir raconte l'histoire de femmes à qui on a volé leur visage. Cela se passe au Bangladesh. Elles sont le plus souvent jeunes et belles. Un jour, elles refusent les avances sous la proposition de mariage d'un homme et elles se retrouvent défigurées à vie. Vitriolées, elles sont condamnées à vivre recluses pour le restant de leurs jours. Pour Envoyé spécial, certaines d'entre elles ont accepté de témoigner, de se montrer et de dénoncer le sort fait aux femmes de leur pays. Vivre sans visage, c'est le document de ce magazine, signé Valérie Gaget, Roger Motte et Annie-Claude Becquet. Le premier jour, nous pouvions à peine les regarder. Comme une coulée de lave, l'acide a rongé leur profil, effacé ses reliefs, dévasté leur visage. À vous aussi, au début, elles feront peur. Elles sont l'image de la barbarie humaine et cette vision est insoutenable. Mais très vite, vous oublierez leur masque de douleur et ces femmes sans visage vous toucheront comme elles nous ont touchés, en plein cœur. শোনো, একই কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। তুমি আমার লগে বিয়ায় রাজি আছো কিনা এই কথাটা আমি ফাইনাল জানতে চাই। কতবার তো কইছি আমি এখন পড়াশোনা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবি না। একই পেশাল বারবার পারতে আমারও ভাল লাগে না। চল রায়হানা। Ce téléfilm n'a qu'un objectif, alerter les jeunes filles. Car le plus souvent, c'est quand une femme dit non à un homme qu'elle est aspergée d'acide. Acide sulfurique, nitrique, plus rarement chlorhydrique, les dégâts sont irréversibles. De profondes brûlures rongent la peau, la chair, parfois les os. Quand l'acide pénètre dans l'œil, les victimes perdent la vue. En anglais, son prénom signifie jolie. Mais jolie, Lovely ne le sera plus jamais. Malgré plusieurs opérations de chirurgie plastique, au visage et aux mains, elle restera méconnaissable. Lovely ne connaît pas son âge, ne sait ni lire ni écrire. Il y a 5 ans, elle a été violée par un proche voisin et s'est retrouvée enceinte. Une nuit, il s'est introduit dans sa maison pour les tuer, elle et l'enfant qu'elle portait. Je dormais, j'avais les yeux fermés, sinon je serais devenue aveugle. Je l'ai senti tout de suite, immédiatement. Il a découpé la porte en bambou, il est arrivé près de moi et il a fait couler l'acide sur mon visage. Il avait mis l'acide dans une demi-noix de coco. Il a fait couler sur mon visage. Vous comprenez? J'étais une femme à part entière et cet homme m'a enlevé une partie de moi-même. Je me sens coupée en deux. Je ne serai plus jamais entière. Moralement, je souffre beaucoup. Mais que faire? Si vous êtes blessé et qu'il n'y a aucun moyen de vous soigner, il vaut mieux se résigner, ne plus y penser. Nous sommes à la fondation des survivants de l'acide de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Depuis 4 ans, Lovely travaille ici comme cuisinière. Son agresseur est en prison, mais elle ne sort jamais seule du foyer car sa propre famille a essayé de la tuer. Ici, avoir un enfant hors mariage est un crime. Rejetée par les siens, Lovely a dû abandonner son bébé à la naissance. Elle n'a plus que ce travail pour survivre. Elle gagne 2500 taka, environ 40 € par mois, en préparant les repas livrés chaque jour aux malades de l'hôpital. Au Bangladesh, mieux vaut naître dans la peau d'un garçon.
La fille n'a pas d'existence propre. Elle appartient à son père, à ses frères, puis à son mari et à sa belle famille. Sa seule richesse est la beauté, la garantie de faire un bon mariage. En détruisant leur visage, les jeteurs d'acide veulent que l'objet de leur désir reste à jamais inaccessible aux autres hommes. Ils les condamnent à une mort sociale. Un soir, nous assistons à un mariage célébré dans le vieux Dhaka. Sous les ors et les paillettes, le système patriarcal s'expose dans toute sa splendeur. D'un côté, les femmes, qui restent à l'intérieur autour de la mariée. De l'autre, les hommes, qui reçoivent leurs invités à l'extérieur. Dans une pièce, à l'écart, un guichet pour les cadeaux destinés à la corbeille des mariés. On nous assure qu'il n'y a pas eu de dot. Officiellement, ce système est interdit. Mais dans la pratique, la plupart des unions sont arrangées bien avant l'âge légal de 18 ans et se monnaient. Quand le père de la mariée tarde à verser la somme promise, il arrive que la belle famille se venge avec du vitriol. Pour l'amour, on repassera plus tard. Inauguré en janvier grâce à la générosité de certains donateurs, l'hôpital de la Fondation des survivants de l'acide accueille les cas les plus graves. C'est dans ce bâtiment de 35 lits que sont livrés chaque jour les repas préparés par Lovely. Seule une quinzaine de victimes s'attablent pour le déjeuner. Les autres, honteuses ou trop affaiblies, ne quittent jamais leur lit. Nous pensions avoir déjà vu le pire. Nous avions tort. En bout de table, une jeune maman berce son bébé. La mère a peu de cicatrices, mais l'enfant qui dort dans ses bras n'a plus de visage. Tout son petit corps est brûlé. Quand c'est arrivé, Shima, petite fille de 10 mois, dormait sur le ventre de sa maman. La mère s'était mariée en cachette avec un garçon. Quand la famille de cet homme a découvert qu'elle attendait un enfant, elle a d'abord fait semblant d'accepter la situation. J'étais enceinte de 6 mois quand ma sœur est allée l'annoncer à mes beaux-parents. Ils ont dit, ils se sont mariés, alors ça va. Qu'ils continuent à se cacher pour la cérémonie officielle, on verra plus tard. On a gardé le secret, mais quelques jours après, mon beau-père est venu voir le mari de ma sœur. Il lui a dit, essaie de marier cette femme avec quelqu'un d'autre, ou alors qu'elle avorte. Le mari de ma sœur a répondu, pourquoi la faire avorter? Moi, je ne voulais pas avorter. J'ai porté plainte contre cette famille pour violence envers femmes et enfants. Ils ont voulu nous tuer toutes les deux. Ils savaient que si je survivais, je continuerais le procès, que je témoignerais contre eux. Ils voulaient nous éliminer. D'ailleurs, ils cherchent encore à nous tuer. Mon bonheur, mon malheur, tous mes espoirs reposent sur cet enfant. Mais je me demande comment je vais l'élever. Je me demande comment je vais faire. Je ne sais pas. Monira Rahman, directrice de la Fondation des survivants de l'acide, est appelée à l'accueil où une nouvelle victime vient de se présenter. Accompagnée par son frère, cette femme vient d'une région rurale. Son visage est épargné, mais après un examen sommaire, Monira constate qu'elle est brûlée sur le dos, la poitrine et les bras. Pourquoi on vous a jeté de l'acide? Il y a eu des disputes, des bagarres à propos des terres. La maison a été pillée. Quand c'est arrivé, j'étais en train de faire bouillir le riz. Vous avez mis de l'eau? Oh, c'est très bien. Ils l'ont jeté comme ça. C'est arrivé à 4 heures du matin.
Dès qu'on a vu ça, on l'a tout de suite mise sous le robinet. Vous avez très bien réagi, mais comment saviez-vous qu'il fallait mettre de l'eau? Mais on ne savait pas, mais ça brûlait tellement. Quand on m'a agressé, j'ai senti comme du feu. Je me suis jetée sous l'eau. J'ai hurlé, c'est de l'acide, c'est de l'acide. C'est un problème de partage, de propriété des terres. Certains hommes disent cette terre m'appartient, d'autres disent non, c'est la mienne. Mais ils ont jeté de l'acide sur une femme. C'est un acte délibéré. Ils savent que si cette femme est défigurée, si elle souffre, sa famille, elle, souffrira encore davantage et c'est exactement ce qu'ils recherchent. La multiplication des conflits concernant les terres a aussi fait monter le nombre d'hommes attaqués à l'acide. Aujourd'hui, plus du tiers des victimes sont de sexe masculin. L'acide devient l'arme à tout faire qu'on dégaine à la moindre occasion et pour les raisons les plus futiles. Ce jeune homme avait par exemple dénoncé un voleur surpris en flagrant délit. Quelques jours plus tard, le malfaiteur est revenu pour se venger. J'ai crié, j'ai crié, j'ai crié très très fort. Redressez-vous un peu. Est-ce qu'il a compris tout de suite ce qui arrivait? J'ai compris après une dizaine de minutes parce que ma chemise et tous mes vêtements étaient en train de brûler. Quel type de traitement est-ce que vous faites pour ces brûlures-là? Quand les victimes arrivent ici, on leur donne d'abord un traitement général. Ensuite, on enlève toutes les parties de la peau qui ont brûlé. Puis on opère les patients, on pratique des greffes. Après, ça se normalise. Et on suit les consignes du médecin. Les plaies d'Hassina sont encore à vif. Cette jeune fille de 18 ans est dans un état gravissime. L'une de ses paupières ne s'ouvre plus, son oreille droite est perdue, tout son visage et son cou ont fondu. On l'amasse avec de la vaseline pour lutter contre la rétractation de la peau. Qu'a-t-elle fait pour mériter d'être ainsi défigurée? Rien ou presque. Juste traité de fils de chien, un voisin qui venait d'utiliser toute l'eau qu'elle avait rapportée du puits. Cela fait 1 mois que je suis ici. Mon agresseur est toujours en fuite. Vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce que je vais devenir? Mon visage n'est plus là. Quand je me regarde dans un miroir, je me fais peur. Alors je ne me regarde plus. La physiothérapeute demande à Hassina de se forcer à bouger la tête, chaque jour un peu plus, pour garder la mobilité du cou. Son visage noirci est comme un masque trop petit pour elle. Il fige ses expressions, emprisonne son sourire. Elle sait déjà qu'elle ne pourra plus l'enlever. Désormais, partout où elle ira, elle portera sa peau de chagrin. Au cours d'un groupe de parole, Hassina confie aux autres victimes comment elle a vécu son premier retour au village. Comment tu t'es sentie là-bas? Au début, je n'ai pas pu entrer dans ma maison. Il y avait une foule de gens devant la porte et on ne m'a pas laissé passer. Tout le monde se pressait pour venir me voir. Le lendemain matin, on m'a même réveillée. Des gens venaient frapper à ma porte. Quand j'ouvrais, ils m'observaient, me dévisageaient et repartaient sans rien dire. Ma vie est foutue. Tu dis que ta vie est foutue? Ne raconte pas n'importe quoi. C'est pas la fin du monde. Moi, j'ai l'impression que c'est fini. Non, ne pense pas comme ça. Tu vas perdre le moral et toute ton énergie. Il faut que tu tiennes le coup. Cela m'est arrivé à moi aussi et je n'en suis pas morte. On doit essayer de bien vivre. Mais mon visage est brûlé.
Tu as tort de réagir comme ça. Il y a des différences, bien sûr, mais au fond, on est toutes pareilles. Non, il y a beaucoup de différences entre elle et moi. Elle, par exemple, si les gens la regardent, ils n'auront pas peur. Mais moi, quand je suis rentrée à la maison, le fils de ma sœur n'osait même pas s'approcher de moi. Cela se passe comme ça dans les villages. Mais peu à peu, les choses s'arrangent. Si je n'avais pas autorisé les gens à me regarder au début, la curiosité aurait pris des proportions énormes. Je suis restée au contact des gens, ils venaient, puis ils repartaient. Aujourd'hui, ma vie est redevenue normale. Complètement normale, comme avant. Je n'ai plus aucun problème. C'est normal que tu n'aies pas de problème. Tu as de beaux yeux, tu es belle. Allah t'envoie une grande épreuve. Si tu es courageuse, tu avanceras. Si tu restes obsédée, tu ne pourras pas t'en sortir. Je m'en vais, mes amis. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Après 6 mois de traitement, une autre victime quitte l'hôpital. Elle a soigneusement fixé son voile avant d'affronter le monde extérieur. Son mari l'attend, aussi jeune et aussi fataliste qu'elle. Craignez-vous le regard des gens de votre village ? Les gens diront ce qu'ils voudront. Je ne peux pas leur fermer la bouche. Que voulez-vous que je dise? Allah tient notre destin entre ses mains. Le mari est conducteur de vélo-taxi, comme cet homme qui vient les chercher. Il leur faudra 18 heures de route et de bateau pour rentrer chez eux, au sud du pays. À la fondation, cette femme a bénéficié d'un traitement gratuit, environ 25 € par semaine, entièrement financé par les dons. Mais la plupart des victimes n'arrivent pas jusqu'ici et restent loin de Dacca, sans soins adaptés. Que risquent les hommes qui condamnent ces filles à l'exil intérieur? Quelle peine pour les souffrances qu'elles endurent. Vous voyez cette photo? C'est celle d'un agresseur, le jour de sa comparution au tribunal. Il avait jeté de l'acide sur une femme qui refusait d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il a été condamné à mort, mais il a fait appel de ce jugement devant la haute cour. Là, c'est une photo d'une manifestation réservée aux hommes. C'était en 2002 pour la Journée internationale des femmes. En dénonçant les violences à l'acide, ils nous ont permis de pousser le gouvernement à adopter 2 nouvelles lois. La première loi, détaillée dans ce spot télévisé, a aggravé les peines encourues par les jeteurs d'acide. Ils risquent la pendaison, la prison à perpétuité et de fortes amendes proportionnelles au degré d'invalidité de leurs victimes. La deuxième loi vise à contrôler les ventes d'acide en sanctionnant ceux qui en délivreraient sans autorisation préalable. Mais selon la directrice de la fondation, elle est totalement inapplicable. Les gens qui en vendent le font sans permis, sans autorisation. Ils n'ont pas de licence. Or, le gouvernement contrôlera uniquement ceux qui ont une licence pour en vendre officiellement, comme les droguistes. Les vrais pourvoyeurs d'acide, ce sont les bijoutiers qui l'utilisent pour polir leurs bijoux, ce sont les menuisiers, les tanneurs qui l'emploient pour travailler le cuir. On l'utilise encore pour la teinture des tissus dans les fabriques et tous ces commerçants utilisent de l'acide, donc on peut s'en procurer chez eux. Nous décidons de vérifier par nous-mêmes avec une caméra cachée. Aidés par un ami bangladais, nous nous enfonçons dans le labyrinthe du vieux Dacca, paradis du petit commerce.
Notre complice prétend qu'il veut de l'acide pour tuer des serpents. Il fait une première tentative chez un bijoutier. C'est votre magasin? Oui. Où est-ce que je peux trouver de l'acide? De l'acide nitrique? Vous pouvez aller là-bas. Contre les serpents? Les serpents, je sais pas. Nous, on l'utilise pour l'or. Mais essayez par là-bas. Deuxième tentative chez un autre bijoutier. Vous pouvez me vendre un peu d'acide? Juste un peu. Juste une petite bouteille. Allez voir par là. Le lendemain, notre complice décide de revenir avec un ami qui connaît bien les commerçants du quartier. Du coup, notre bijoutier se montre plus conciliant. Il envoie l'un de ses employés muni d'un récipient chez un fournisseur agréé. En tant que professionnel, il se procure facilement des produits corrosifs. Quelques minutes plus tard, son employé revient, le récipient plein d'acide nitrique. Le bijoutier remplit alors une petite fiole en plastique qu'il nous revend en toute illégalité. Ce flacon nous a coûté 30 takas, moins de 50 centimes d'euros. Le prix d'un visage et d'une vie gâchée. Les nouvelles lois n'ont pas eu d'effet radical. En 2003, 144 hommes et 266 femmes ont été attaqués à l'acide. C'est très peu par rapport aux 146 millions d'habitants du Bangladesh, mais cela fait quand même plus d'une victime par jour. Le nombre d'agresseurs arrêtés reste faible et les condamnations sont rares. Dans ce pays, l'un des plus corrompus au monde, il est facile d'échapper à la justice en payant les policiers ou les juges locaux. À la Fondation des survivants de l'acide, on vit sous la menace des récidivistes. Il y a des verrous et des gardes à toutes les portes. Nous avons déjà eu des cas où les agresseurs se présentaient comme des amis de la victime. Vous savez, comme des membres de la communauté. Et ce n'est que plus tard qu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait des auteurs de l'attaque à l'acide. Ils venaient mettre la pression sur la survivante pour qu'elle retire sa plainte. Alors nous avons appelé la police pour qu'elle intervienne. Cela a provoqué une panique. Les filles ont pensé qu'on pouvait encore venir ici, leur jeter de l'acide ou même les tuer. C'était la panique. Finalement, on a intercepté l'agresseur, la police est arrivée et on lui a livré cet homme. Les plus menacés restent au foyer, les plus fragiles aussi. Ici, elles vivent dans un cocon, loin des regards qui dévisagent et des familles qui accusent. Sœurs dans la disgrâce, elles se soutiennent et trouvent la force d'aider les autres. Ce petit garçon de 2 ans n'a pas reçu d'acide. Il a été brûlé au dos dans un accident de la route. Dolly prend ses mesures et Aïcha va préparer un patron pour lui coudre une veste en lycra très étroite qu'il devra porter pendant 1 an. Quel type de vêtements allez-vous fabriquer pour lui? Ce genre de modèle. Cette veste-là est courte, la sienne sera un peu plus longue. Chaque soir, Dolly et Aïcha quittent le foyer pour rejoindre leur propre appartement. La plus handicapée des deux vient même de se marier. Grâce à ce travail, elles se sont peu à peu raccommodées. Pièce par pièce, fil à fil, elles ont rebâti leur vie. Cet atelier est le seul de tout le pays à fabriquer des vêtements de contention indispensables à la guérison des grands brûlés. Mieux que personne, elles savent ce qui les attend. Quand on leur fournit des vêtements, on les considère comme des nôtres. Et si par la suite, ils décident de vivre à l'extérieur, dans la société, comme nous,
Ils devront alors s'adapter. S'adapter. Accepter cette mue que l'on n'a pas choisie. Perdre sa première peau, renaître dans la deuxième. La jeune maman s'est endormie. À l'autre bout du lit, sa petite fille joue, comme tous les bébés du monde. Elle ne sait pas encore que la haine lui a volé son visage. Mais que peut la haine contre la force de la vie ? Et je vous le rappelle, ces dernières années au Bangladesh, près d'une personne par jour est ainsi vitriolée et se retrouve défigurée à vie. Et maintenant, d'où venons-nous et qui sont nos ancêtres? Ces questions passionnent les Français. Ils sont près de 300